Donc on va parler de ce thème de l'exploitation des forêts françaises. On va d'abord vous présenter. Alors Brigitte, maintenant on a fait connaissance. Pierre-Antoine Précy Moi, je suis chargé de recherche en agroécologie. et Max. Donc moi je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech. C'est l'école forestière, enfin c'est l'école en réalité AgroParisTech et multisite. Et sur le site de Nancy, avant ça s'appelait les eaux et forêts, ça s'est appelé l'ENGREF, École nationale du génie rural des eaux et forêts. Maintenant ça s'appelle AgroParisTech. Et donc moi ma spécialité c'est la gestion forestière. Qu'est-ce que vous faites exactement? Précisez-nous un petit peu. Moi je suis prof d'aménagement forestier. Je suis aussi président du conseil scientifique du parc des Vosges du Nord. J'ai pas mal travaillé sur la définition de protocoles. On pourra en parler, c'est-à-dire que gérer les forêts, ça peut se faire de différentes façons. Moi, j'aime bien le côté plutôt monitoring, et donc il faut mettre en place des protocoles, réfléchir à des protocoles de suivi. Ça fait partie un peu de mon travail. Et je suis aussi animateur technique d'une association qui s'appelle Association Futée Irrégulière. Très bon titre. Au sujet des Vosges, puisque vous parlez des Vosges, un petit souvenir en arrière avec la tempête de 1999, qui avait évidemment marqué les esprits, alors pas seulement dans les Vosges d'ailleurs, mais quand même beaucoup dans cette région-là. Qu'est-ce qu'elle est devenue la forêt après cet événement majeur où on a vu ces hectares tomber par terre comme des allumettes? Donc la tempête de 99, ça a fait à peu près 40 millions de mètres cubes en Lorraine. C'est l'équivalent de 8 années de récolte. Donc il a fallu pour certains décider, parce que vous aviez des peuplements complètement ravagés, mais il y en avait d'autres qui étaient mités à 50%, d'autres qui étaient à 20%. Et c'est un peu le gros débat après derrière, c'est de savoir si votre peuplement, vous n'avez plus que 20% des arbres, vous les gardez pas. Certains ont accéléré le processus en coupant ceux qui restaient, ce qui est quand même dommage. Mais bon, évidemment, la nature cicatrise assez vite. Ce qu'il faut, c'est ralentir les prélèvements, accorder encore plus de soins. Globalement, il y a beaucoup de zones actuellement qui sont cicatrisées. Donc en 25 ans, finalement, les traces de cette tempête ont été largement effacées? Oui. On peut dire ça, Oui. en 25 ans seulement. Pour ceux qui connaissent la 4 voies qui fait entre Nancy et Épinal, un peu avant la ville de Charmes, vous avez une tempête qui était avant 99, c'est la tempête de 91, qui a fait à peu près 1 million de mètres cubes du côté de Darney. Quand vous roulez maintenant, c'est un toit homogène sur à peu près 1 kilomètre, et vous avez tous ces arbres qui sont repartis là, qui font maintenant 25-30 mètres de haut. Brigitte Muche, donc il y a une bonne résilience de la forêt dans ces cas-là sur un tel événement, parce que là oui, c'est tout à fait particulier. C'est l'événement exceptionnel et c'est ce qu'on n'arrive pas à modéliser pour le climat. On en a parlé aussi hier. Donc ces événements exceptionnels, quand on a une forêt qui brûle, quand on a une forêt avec des tempêtes de ce type-là, eh bien oui, il y a plein de choses qui se passent. Ne serait-ce que pour certaines espèces, on a des banques dans le sol, des banques de graines qui ne demandent des fois qu'à devenir semis, et puis aussi beaucoup de semis préexistants. C'était le cas aussi dans les sapinières, où on a souvent des petits sapins qui sont à l'ombre et qui ne demandent qu'à pouvoir croître ou du hêtre, et de la même façon. Donc on avait des choses qui sont tombées, qui se sont enchevêtrées. C'était ça aussi qui était quand même très compliqué. Et voilà. Alors pour revenir là juste sur le mitage, et là c'est la généticienne qui va parler, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on ait toujours suffisamment d'arbres pour qu'on n'ait pas des problèmes de manque d'individus et donc un rétrécissement de la diversité génétique. C'est-à-dire qu'avec 3 Gaulois sur une parcelle, c'est difficile de reconstituer un village qui ne soit pas consanguin. Oui, donc Brigitte a dit un truc intéressant, c'est le fait qu'il faut regarder comment la forêt a été gérée avant. On peut raisonner en termes de résistance, mais avec des vents comme il y a eu en 99 à 140 km/h, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la vitesse de cicatrisation. Donc si la forêt avant a été gérée en ayant des arbres de différentes grandeurs, comme c'est le cas dans les systèmes de futaies jardinées, futaies irrégulières, c'est des systèmes qui cicatrisent très très vite. En une dizaine d'années, on a déjà un aspect qui est beaucoup plus satisfaisant. Si vous avez un système un peu du type une peuplerée ou une plantation homogène, il faudra beaucoup plus de temps.
pour cicatriser. Et sur la biodiversité, quel rôle ça peut avoir, justement, le fait qu'on ait tout d'un coup un événement aussi majeur, avec énormément d'arbres qui tombent, qui meurent? Est-ce que ça modifie aussi les interactions avec les autres Oui, espèces? c'est un bouleversement absolu pour tout le monde, hein, pour les oiseaux, pour les animaux. Et du coup aussi, il y a des bois qui sont restés au sol, hein, beaucoup de bois morts. Hein, donc là, une surabondance aussi de bois et pas forcément tous les champignons, tous les insectes hein, qu'il fallait. Donc un événement extrême, hein, mais par définition, ça bouleverse hein, tout l'écosystème. Hein, et après, il faut qu'il arrive à se reconstituer. Pierre-Antoine voulait ajouter quelque chose là-dessus? Pas spécialement. Non. Alors, très bien. Puisqu'on parle d'exploitation, c'est quand même le thème de cet après-midi. J'aimerais vous faire d'abord réagir sur ce mot. Qu'est-ce qui vous inspire? Pierre-Antoine, je vais commencer par vous. J'ai l'impression que la première chose qui vient à l'esprit quand on parle d'exploitation forestière, c'est le fait de produire et d'extraire du bois. Mais au final, comme pour l'agriculture, la forêt, maintenant, on lui demande infiniment plus que ça. Dans ce cadre de ce contexte de multifonctionnalité, on lui demande de remplir tout un tas de services différents que Marc-André évoquait tout à l'heure et qui ont déjà été évoqués pendant ces 2 jours. Donc il n'y a plus que la culture du bois, il y a tous les services culturels, de soutien. Ça devient beaucoup plus que juste gérer une plantation d'arbres. Brigitte, ce mot d'exploitation, Alors, il vous fait penser à quoi? Il est très connoté, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, comme ressource. Hein, on met tout de suite hein, des dollars, hein, des euros derrière. Hein, et en fait, c'est ce que disait Marc-André tout à l'heure, hein, on exploite de différentes manières. Hein. On exploite la forêt pour notre bien-être quand on va se promener. On exploite la forêt quand on va ramasser hein, quelques champignons. Donc le terme d'exploiter, en effet, il est très fort hein, et on voit tout de suite hein, couper des arbres pour un profit, ce qui n'est pas forcément le cas, d'autant que, moi je vais parler pour la forêt publique, hein, mais ce que l'on essaie d'avoir, c'est une gestion multifonctionnelle, hein, c'est-à-dire hein, que l'on fait un peu tout au même endroit. Et ça, je trouve que c'est un modèle hein, qui est quand même très puissant. Si on regarde ce qui se passe ailleurs à travers le monde, on a de la spécialisation. Hein, c'est blanc ou c'est noir, c'est-à-dire qu'on va avoir des réserves d'Indiens, excusez-moi le terme, mais quand on parle des grands parcs nationaux aux États-Unis, où on touche à rien, c'est une libre évolution et rien ne se passe, on ne coupe pas un arbre ni rien. Puis à côté, on va avoir de la ligniculture. En France, on a fait beaucoup plus compliqué. Et on essaie de faire tout ça au même endroit. C'est ce qu'on appelle cette gestion multifonctionnelle. Et ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est notre imbrication dans l'espace entre des petites propriétés forestières. Parce que tout à l'heure, j'ai montré qu'il y avait beaucoup de propriétés privées. Des fois, c'est des toutes petites surfaces. On a plus d'1 million de propriétaires forestiers. Et donc, cette imbrication avec les champs, avec les humains, et ça, il faut le voir aussi. Quoi. Max, pour vous faire réagir aussi sur ce mot d'exploitation. Oui, juste un petit complément. Il y a 3,5 millions de propriétaires privés et il y en a 2,4 millions qui ont moins de 1 hectare. Hein. Donc la forêt privée, on peut considérer qu'elle est hyper morcelée, ce qui est d'ailleurs un avantage, hein, franchement, ça évite que des bêtises soient généralisées. Et la forêt privée, c'est aussi de très grandes propriétés. Hein. La somme des propriétés de 1000 hectares, c'est supérieur à l'équivalent de la forêt qui relève du régime forestier. Donc c'est une petite photo. C'est vrai, on a parlé du fait que il y a tous les services qu'on appelle écosystémiques qui montent en puissance, tout le monde en parle, sauf que pour le propriétaire concrètement, actuellement, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas de financement. C'est-à-dire qu'on trouve localement un partenariat avec une fondation, avec un mécène qui est prêt à payer, mais ce n'est pas une source de revenus. Actuellement, le revenu principal pour un propriétaire forestier, c'est soit le plaisir qu'il se procure en allant se balader chez lui, ça fait partie des revenus, hein, soit c'est les revenus liés au bois. Pour avoir un ordre de grandeur, la filière forêt-bois en France, c'est 60 milliards d'euros. On dit à peu près 400 000 emplois. En réalité, c'est plutôt 200 000 si on regarde le cœur de la filière. Donc, ce n'est pas rien.
D'un point de vue rendement financier, les forêts, c'est pas non plus quelque chose. Bon, il faut distinguer les forêts méditerranéennes, les forêts de montagne, les forêts de plaine, évidemment, mais c'est pas quelque chose de complètement négligeable. Et aussi, il faut aussi avoir un ordre de grandeur en tête, c'est que 2% du volume coupé en forêt peut procurer 50% des revenus. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une production de masse, contrairement à ailleurs. Donc on peut avoir une gestion qui est, on va dire, multifonctionnelle, mais arbre par arbre. Cet arbre-là, il a une fonction de rendement financier. Celui-ci, il a un rôle d'éducateur. Celui-ci, il permet de protéger le sol. Celui-ci, c'est de la matière morte pour enrichir l'habitat. Cette gestion par arbre, il y a vraiment deux écoles dans la gestion forestière. Il y a la gestion par surface et la gestion par arbre. Une gestion par surface, ça veut dire que vous avez une parcelle et tous les arbres qui sont dans cette parcelle sont un peu liés entre eux. C'est-à-dire que si on a décidé que dans les 10 prochaines années, on coupe tout, tous les arbres vont passer à la casserole et seront coupés au bout de 10 ans. Alors qu'une gestion par arbre, vous avez vu hier, ou pour ceux qui étaient là, le fait qu'il y a une très grande variabilité au niveau même d'une même essence. Deux êtres sont très différents entre eux. Il y a un hêtre qui pousse dans une combe, il y en a un qui pousse sur une croupe, il y a un hêtre qui est associé à un érable champêtre, l'autre qui est associé à un chêne. Il faut accepter toute cette variabilité, c'est ça qui est intéressant. Et si on fait ça, on a vraiment de la multifonctionnalité arbre par arbre. Et on peut se permettre à ce moment-là de ne pas essayer de maximiser tout ce qu'il faut couper en forêt. Ça n'a pas de sens. On peut très bien accepter de produire moins, mais paradoxalement, il y a un meilleur revenu. Mais est-ce qu'on peut pour autant se passer de la dimension économique de la forêt alors ? Actuellement, je vous ai dit, les revenus d'un propriétaire, c'est essentiellement la dimension économique. Pour l'instant, c'est ça. Brigitte Buche. Oui, c'est tout à fait ça. Et si je prends le cas de l'ONF, c'est ce qui paye nos salaires, tout simplement. Donc, le cours du bois, pas forcément coupé, mais le cours du bois sera haut, plus on a des chances d'avoir du monde en forêt. C'est aussi paradoxal que ça. Et alors, un des avantages de la sylviculture dont parle Max, là, c'est que tout change sans rien changer. C'est-à-dire que, comme c'est du prélèvement millimétrique, pratiquement, vous avez toujours l'impression, vous avez l'impression que vous avez toujours la même forêt devant vous. Donc ça, au niveau paysager, c'est un gros avantage. Et en même temps, finalement, vous êtes tout le temps dans votre forêt aussi, puisque vous prélevez régulièrement et pas une fois tous les 100 ans une parcelle. Donc, c'est deux types de sylviculture qui cohabitent en France et qui donnent des types de forêts différentes et des services écosystémiques qui le sont aussi. Justement, qui décide des différentes fonctions ? Qui arbitre ça, c'est tous ces services-là dont vous parlez? Alors, normalement, il n'y a que le propriétaire qui a le droit de décider. En France, il faut vraiment distinguer le gestionnaire et le propriétaire. Le propriétaire, c'est le maître d'ouvrage, c'est lui qui a la responsabilité, qui prend les risques sur son bien, qui fait des décisions et qui les assume. Il y a son gestionnaire qui le conseille. En forêt privée, il n'y a pas de confusion. On sait bien qui est le propriétaire et qui est le gestionnaire. En forêt publique, c'est déjà plus problématique. Parce que l'État, qui est le propriétaire des domaniales, se défausse sur son gestionnaire pour faire des choix. Il est important d'avoir cette distinction. Pourquoi ? Parce que si vous distinguez gestionnaire et propriétaire, vous autorisez des audits. Par exemple, les institutionnels. Les institutionnels, c'est les banques et les assurances qui, à l'heure actuelle, achètent toutes les propriétés de plus de 100 hectares, c'est les banques et les assurances qui les achètent. Pourquoi ? Parce que le prix des forêts a tellement explosé que il y a que. Donc c'est une spéculation, parce que c'est rentable. Quoi. Oui. Ça devient une spéculation. La spéculation. En tout cas, c'est rentable. Un investissement, en tout cas. Alors c'est ça qui est fou, c'est que je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur de combien vaut une forêt, mais il y a une forêt qui s'est vendue il n'y a pas longtemps en Alsace, une forêt de 4600 hectares, une forêt privée. C'est le Crédit Mutuel qui l'a acheté pour 250 millions d'euros. À quel endroit en Alsace ? À Dambach, au-dessus de Strasbourg, Dambach. Donc Niederbronn, dans ces coins-là. 250 millions d'euros, vous voyez, ça fait à peu près 50 000 euros l'hectare. C'est des chiffres qui sont hallucinants. Pourquoi les banques mettent autant d'argent ? Non, d'un point de vue rendement financier, ils vont être à 1%,
peut-être moins de 1%. Donc, ce n'est pas ça la raison principale. Par contre, vous, en tant que particulier, vous allez dans une banque, vous avez un petit peu d'argent. Vous dites au banquier, voilà, j'ai, je sais pas quoi, 5 000 € à placer. Et de suite, il vous dit, vous voulez un bien, plutôt investir dans des biens durables ou pas? Et vous allez dire, ah ouais, tiens, bien durable, c'est bien, ok. Et la forêt fait partie des biens durables. Et du coup, ils sont à la course à acheter des forêts parce que ça marche tellement bien qu'ils n'ont pas assez de forêts. Hein, on est en partie responsable, hein, en tant que citoyen, du fait qu'on... On vend aussi la forêt à ces institutions bancaires. Mais c'est les privés. Oui, c'est vrai. Oui, aussi. Ouais. Il y a certains gros propriétaires qui actuellement se posent des questions en disant mais les forêts, ça vaut tellement cher. Parce qu'une forêt, souvent aussi grosse, ça appartenait à des parents qui, pour transmettre aux enfants, fabriquent ce qu'on appelle un groupement forestier familial. Donc ça, fiscalement, d'un point de vue droit de succession, c'est super intéressant. Donc la première génération, ils se sont baladés avec les parents, ils ont été en forêt, ils sont attachés à la forêt, ils la gardent. Arrivent les petits-enfants. Les petits-enfants, peut-être qu'ils ont vu le grand-père les amener en forêt, ça va bien. Troisième génération, il y en a qui sont à New York, qui disent « mais la forêt, elle vaut 250 millions, moi j'ai envie de m'acheter un appart, enfin franchement, je m'en fous ». Donc les groupements forestiers familiaux, à un moment donné, il y a un problème. Comment ça se passe, quoi? Donc il y a un bon petit business, Brigitte Muche. Oui, mais pour la forêt privée, oui, pour bien nous, sûr, forêt publique, voilà. Et je reviens là sur ce que disait aussi Max, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires et des gestionnaires. Alors nous, ONF, on n'est que gestionnaire. Par contre, lorsque on gère de la forêt communale, là, le propriétaire, il est bien la commune et on se doit de faire valider nos plans d'aménagement, les coupes que l'on va faire, et c'est le conseil municipal qui décide. Éclairé s'il n'est pas forestier ou s'il n'y a personne de forestier dans le conseil municipal par l'ONF, mais la décision finale, c'est bien le conseil municipal qui la prend quand même. Pierre-Antoine Pressigou, du point de vue de l'agroécologie, l'exploitation, alors comment ça peut s'illustrer dans ce domaine? Ce à quoi me fait penser la discussion, là, c'est à ce qu'on appelle le conflit d'usage des terres. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles formes d'agriculture, agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, si on veut maintenir la même production, on a besoin de plus d'espace. D'où l'importance de ce que présentait Christian Dumas ce matin sur l'indice de surface, là, le ratio de l'agroforesterie qui combine les deux types d'activités sur une plus petite surface. Donc on a besoin de davantage de terres agricoles. On demande davantage à la forêt. La filière bois, on lui demande beaucoup. Il va falloir produire du bois énergie, il faut produire du bois de construction. Et puis ce qu'on ne dit pas encore assez, mais qu'il faudrait qu'on dise plus, c'est qu'on aurait besoin de libérer de l'espace pour la protection de la biodiversité, notamment pour permettre à toutes les espèces méridionales de trouver des niches en remontant. Il faudrait pouvoir libérer de l'espace des surfaces pour permettre d'accueillir ces espèces-là. Ça veut dire quoi d'ailleurs, libérer de l'espace concrètement? Ça veut dire soit retrouver des gestions plus durables, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça voudrait dire abandonner certaines terres agricoles à celles qui ont été gagner sur des milieux emblématiques comme des prairies humides retournées, des prairies sèches retournées. Ce serait bien d'abandonner ces terres-là pour retrouver ces milieux, en particulier les milieux un peu secs, un peu chauds, puisque les espèces du Sud, c'est là qu'elles vont s'installer quand elles vont remonter. Et on sait déjà par un certain nombre d'études, notamment au Royaume-Uni ou dans le nord de l'Europe, que c'est le principal frein à une migration vers le nord des espèces, c'est qu'elles n'ont pas les habitats pour s'installer. Donc on a trois ici, et c'est simplement trois exemples de volonté d'usage des terres où on a besoin, dans chacun des trois, d'augmenter les surfaces. Donc on se trouve avec un conflit d'usage des terres, et du coup la façon dont on gère, c'est ce qui illustrait bien l'agroécologie, pour la façon pas d'intensifier, mais de réussir à combiner sur les mêmes surfaces la production de ces différents biens ou services, d'où cette question de l'arbre par arbre. Je pense que ça va vraiment dans ce sens-là. C'est quelque chose, à mon avis, qui est vraiment intéressant, qui va vraiment dans le bon sens. Et c'est à l'œuvre? C'est déjà à l'œuvre? Alors, oui et non. C'est-à-dire que si j'utilise souvent une carte qui montre en fait les discontinuités écologiques que l'on peut avoir.
Et on parlait tout à l'heure de trame verte. Je crois que c'est encore Marc-André qui en parlait. Et donc ces trames vertes, ça avait entre autres pour fonction de faire ces corridors de biodiversité qui permettraient aux espèces de migrer, mais pas que. Et je crois que là, on a parlé de 3 choses séparées. On a parlé de l'arbre en ville, on a parlé d'agroforesterie, et puis on a parlé de forêt, comme si c'était des compartiments qui ne communiquaient pas, alors que c'est complètement faux. Il y a des trous, je dirais, dans la raquette, parce qu'il y a des discontinuités, mais on aurait vraiment intérêt à travailler ensemble pour faire en sorte que ces discontinuités cessent et qu'on ait des relais à la fois en ville, dans les jardins, dans les parcs, dans les plantations que l'on peut avoir le long des rues, dans les haies, qui sont de splendides corridors aussi de la biodiversité, et puis pour des recolonisations, parce qu'on parle des graines, etc., mais ce qui va le plus loin, c'est quand même le pollen, et avoir pas des haies, je crois que c'était Karine qui en parlait aussi, pas des haies qui soient toutes coupées, mais aussi avoir des sujets de haute tige, eh bien, ça nous permet d'avoir ces continuités-là. Il faudrait redessiner une bonne partie du territoire, alors. Eh bien oui, il faudrait remettre de la nature dans la ville. Oui, ça, c'est un travail qui est à l'œuvre ou pas? Alors c'est quelque chose qu'on tente. Il y a quand même un problème de maîtrise foncière, c'est-à-dire qu'une stratégie qui consisterait à essayer d'optimiser au mieux sur un territoire le fonctionnement des réserves, des corridors, etc. C'est un casse-tête infernal, non, à résoudre. Il y a un problème, c'est la maîtrise foncière. Tant que vous n'avez pas la maîtrise foncière, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Or, à l'heure actuelle, vous avez compris que l'essentiel du terrain est privé. Donc, sur la dimension économique, il y a un aspect, parce que sous-entendu jusqu'à présent, on a plutôt parlé de bois d'œuvre, du bois que l'on envoie dans les scieries pour faire des charpentes, des meubles, etc. Vous savez qu'il y a à peu près, dans l'exploitation forestière française, il y a à peu près la moitié, un peu moins de la moitié, qui part en bois énergie. Et dans cette part-là, il y a une très grosse part, c'est l'affouage. L'affouage, c'est le fait que dans les campagnes, les gens vont faire du bois de chauffage. C'est un moyen indirect d'aider des gens dans une situation où l'énergie coûte cher. On leur vend de l'énergie pas chère, sous forme de... Vous voyez, vous allez acheter dans les communes, ça sera 5 € le ster. Sur un privé, ça sera peut-être 10 € le ster. Mais c'est rien par rapport au coût de l'énergie. Et ça, c'est des millions de mètres cubes. Donc cette dimension... et pas négligeable, parce qu'il y a une dimension sociale. C'est une volonté, c'est de dire... Parce que si on envoyait cette biomasse dans des usines industrielles, des chaufferies industrielles, le rendement énergétique serait meilleur. Donc on gaspille un peu l'énergie en faisant ça, sauf qu'indirectement, on aide localement des gens à se chauffer. Il y a les granulés bois aussi, c'est ça qui sont... Alors ça, c'est industriel, forcément. Ouais. Parce qu'il faut prendre un arbre, le broyer, et puis... C'est ça, mais ça peut être pour un usage de particulier. On peut l'utiliser. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire dans la dimension sociale. C'est les granulés, vous savez qu'à l'heure actuelle, les granulés, c'est à peu près le même coût que du fioul. Mais si je peux reformuler ce que tu disais, c'est que dans certaines communes forestières, en particulier l'Est de la France, le maire a, sur les forêts qui lui appartiennent, la possibilité de proposer à ses habitants d'aller faire leur bois. C'est ça l'affouage. Et donc, on va faire le bois, on ne va pas le faire tout seul, le bois. Quand on va faire une coupe, on y va avec le voisin, on y va. Et donc, il y a cette dimension sociale à la fois de maintenir un tissu des habitants qui connaissent leur forêt parce qu'ils vont couper le bois, et puis d'aide financière, parce que le coût, comme le dit Max, c'est pas du tout le même. Donc la forêt, c'est aussi ce tissu social qu'on peut maintenir et pour lequel c'est vraiment important, de remettre l'homme dans la forêt et dans toutes ses fonctions. Donc il y a l'affouage qui est général en France, et je vais vous donner l'exemple d'une commune particulière qui est Pralognan-la-Vanoise, station de ski. Cette station de ski, comme toutes les stations jusqu'à présent, elles étaient plutôt riches. Et cette station, la commune a décidé qu'il y aurait de l'affouage, ça c'est classique partout. Sauf qu'en même temps, les habitants ont le droit d'avoir du bois d'œuvre.
C'est-à-dire que le personnel de l'ONF marque du bois et quelqu'un a dit « moi j'ai besoin d'un sapin qui fait 80 de diamètre pour faire telle poutre ». Et donc, en fonction des demandes, c'est affecté à l'habitant. L'habitant a le droit non seulement au bois de chauffage, mais il a droit aussi à du bois d'œuvre. La commune paye la moitié avec une scie mobile, parce que sinon, si c'est un gros, il faut quand même le transformer en poutre ou en planche. La commune paye la moitié de la transformation en poutre ou en planche. Et en échange, les habitants qui ont bénéficié de ce truc-là doivent donner une journée à l'entretien de la commune. Et je trouve ça super sympa, parce que ça, c'est vraiment un bien qui appartient à tout le monde, un bien commun. Une forêt communale, on dit communale, c'est un bien qui devrait être commun. Et donc, cet exemple-là complique la vie de l'ONF parce que c'est plus compliqué, sauf qu'il y a vraiment cette notion de bien commun. Il y a une dimension aussi sociale dans l'exploitation. Brigitte Muche, je vous voyais réagir oui, non, aussi. non, tout à fait. Le fait de ce bien commun, c'est quelque chose qui est très ancré au niveau de la forêt. Et c'est là où on voit des conflits, en fait, parce que dans l'inconscient collectif, la forêt est un bien commun. Or, c'est, comme on l'a vu, essentiellement un bien privé. Ouais. Et là, on arrive des fois à des conflits, et des conflits d'usage, de promenade en forêt sur certains jours alors qu'il y a de la chasse, ou je ne comprends pas, je ne peux pas ramasser autant de kilos de champignons que je veux ou couper mon sapin de Noël. Il y a beaucoup de pédagogie à faire là-dessus. Et il y a beaucoup, oui, voilà. Il y a une méconnaissance, il y a une méconnaissance du terrain, du terrain, et c'est pour ça qu'on essaie de le répéter. Ouais. Mais c'est une notion qu'il faut qu'on mûrisse collectivement. Et c'est pour ça que je disais aussi qu'il faut faire ensemble. Et ça, c'est important de faire ensemble les choses et de s'écouter mutuellement. Pierre-Antoine Pressigou, là-dessus aussi. Oui, je pense que c'est d'une grande importance, et cette question de l'écoute et cette dimension sociale. Parce que si effectivement on veut transformer un territoire, si on veut faire des transformations à l'échelle d'un territoire, comme on le disait tout à l'heure, c'est uniquement par la communication, la discussion entre les différents acteurs de ce territoire, que ce soit les habitants, que ce soit les entreprises qui s'y trouvent, que ce soit les services de l'État. Et une des choses qui commence à se dire beaucoup en agroécologie, c'est qu'on n'arrivera pas sans. Et que la gestion territoriale, ça va être quelque chose de fondamental. Et ça implique des discussions, et ça implique qu'il y ait des endroits ou des éléments autour desquels on se retrouve et qu'on puisse discuter. Oui, tout à fait. On pourrait parler de planification, en fait. On parlait, jadis, il y avait des plans pour les territoires, et quand on parlait de tram, etc., comme l'IMAX, en effet, c'est du privé. Mais la planification du territoire, eh bien, ça peut aussi nous aider. Et surtout, il faut discuter, discuter tous ensemble. Parce que notre bien commun, c'est la forêt, mais il faut qu'on travaille tous ensemble pour la maintenir. D'ailleurs, le principe même d'un bien commun, c'est qu'il est géré. C'est un bien commun à une communauté nécessairement limitée qui se dote elle-même de règles de gestion. Donc dans le principe même de bien commun, il y a cette notion-là. Max, est-ce que vous voulez rebondir encore là-dessus avant de passer à un autre sujet ? Non. Alors, sur l'éventail, parce que c'est intéressant, vous illustrez beaucoup de quelle façon la forêt est exploitée. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous pourriez nous parler, peut-être, dans cet état des lieux, pour qu'on comprenne bien de quelle façon, précisément, la forêt française, en particulier, est exploitée ? Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément ? Alors, en France, on n'est pas super bon en matière de valorisation du matériau bois. C'est-à-dire que puisqu'on veut exploiter la forêt, parce que c'est une des rares, c'est la seule, on va dire, source de revenus pour un propriétaire, les autres c'est vraiment marginal, autant bien valoriser la matière. Donc moi, en tant que président du conseil scientifique du parc des Vosges du Nord, j'ai vraiment insisté sur la dernière charte du parc pour mettre en place des outils de valorisation de la matière. Il y a des tas de caractéristiques mécaniques des bois qui ne sont pas suffisamment bien valorisées. Donc plutôt que d'investir dans des produits, une utilisation un peu standard du bois, autant aller rechercher des caractéristiques particulières. Je crois qu'hier, quelqu'un a parlé de différence entre bois juvénile et bois mature. Je sais plus qui c'est Catherine, il me semble. Ah non, c'est Francis.
Donc la différence entre bois juvénile et bois mature, un arbre, tant qu'il fait des branches vivantes, il ne fait que du bois juvénile. Dès qu'il n'y a plus de branches vivantes, le bois, c'est du bois mature. Et d'un point de vue résistance mécanique, c'est 50% de résistance mécanique en plus. Donc quand vous faites des normes de construction, par exemple cette charpente-là, nous, pour l'instant, les architectes ou les constructeurs, on ne leur met pas des contraintes. Et quand vous avez une pièce de bois, si sur une partie de cette pièce de bois, il y a un bois qui n'est pas de super qualité, ça contamine toute la pièce de bois. La pièce de bois aura la qualité minimale. Et donc, que font les architectes? C'est qu'ils surdimensionnent pour que ça résiste selon les classes. Si on a une classe de résistance plus faible, on fait des poutres plus grosses. Et donc, il y a un gaspillage de matière. Il n'y a pas une bonne valorisation de la matière. Donc, si j'avais la possibilité, quelqu'un m'a posé la question ce matin, là, j'essaierais de faire en sorte qu'à chaque fois, le matériau bois soit le mieux valorisé possible. On va parler qu'un tonnelier tout à l'heure. Hein. Voilà. Ce sera un exemple, par exemple. C'est quoi d'ailleurs les essences là qu'on a au-dessus de nous? Est-ce que vous savez ou pas? Non. En observant, est-ce que quelqu'un sait ce qu'on a au-dessus de la tête, hein? Parce qu'effectivement, on est entouré de bois. Oui, mais On ne sait pas forcément ce que c'est. Bon, je pensais qu'on aurait la réponse, mais il faudrait voir ça de plus près. Ouais. absolument. Mais juste oui, Brigitte. pour un peu compléter, on a parlé beaucoup de diversification et de diversification d'espèces. Et ça veut dire aussi mieux connaître les caractéristiques mécaniques de ces différents bois, qui sont souvent très mal connus. L'érable à feuilles d'aubier, moi je ne sais pas ce qui fait comme caractéristique mécanique. Et ça veut dire aussi que pour la filière bois, mais même toute la filière graines et plants, il va falloir s'adapter à pu faire que 3 ou 4 espèces. Il va falloir s'adapter à avoir des pépinières avec une grande diversité d'espèces. Il va falloir s'adapter pour le scieur, un coup avoir du chêne, du Douglas, du pin, mais aussi un autre type de chêne avec lequel je ne vais pas faire la même chose. Et ça va demander vraiment une adaptation de toute la filière. Alors c'est la question justement que je voulais vous poser à la lumière du réchauffement climatique aujourd'hui. Ça veut dire qu'aussi la méthode de gestion, d'exploitation des forêts va totalement être bouleversée? Elle est déjà en train de changer énormément ou pas? Ah oui, elle change, hein. Ça c'est modifie évident, beaucoup les ça modifie quand même On a vu que la meilleure façon de gérer à l'heure actuelle, c'est qu'il faut accepter toutes les variabilités. Il faut accepter le fait que dans un creux, ça ne va pas se comporter de la même façon que sur un... Donc, ça veut dire qu'il faut une gestion par arbre. Donc, cette gestion par arbre, si on l'applique partout, elle va être capable d'absorber un certain nombre d'impacts. Il faut aussi augmenter la quantité de gros bois en forêt. Les derniers événements là, ont montré que les gros bois réagissent beaucoup mieux que les bois moyens à des contraintes hydriques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont un volume foliaire qui est largement supérieur. Donc quand les stomates en haut du houppier se ferment, il y a les feuilles en dessous qui fonctionnent. Et les bois moyens, c'est-à-dire ceux qui font 30, 40, 45 de diamètre, ils ont moins de place que les autres, ils sont déjà en compétition par rapport à un gros pour l'accès à l'eau, à la lumière. Vous lui rajoutez ce bois moyen une contrainte hydrique, et à l'heure actuelle, le dépérissement, il est plus sur les bois moyens, les gros bois. Donc, il faut repérer les peuplements à risque. Donc, dès qu'ils sont monospécifiques, une seule essence, il y a un voyant qui commence à s'allumer. En plus, ils ont à peu près tous les mêmes diamètres. Il y a le voyant qui devient encore plus rouge. Donc, il faut définir des priorités et on va travailler en priorité sur cela. Alors, comme je l'ai dit à la fin de mon exposé, les solutions magiques et le Père Noël, moi j'y crois pas. Et je crois on est en train de faire évoluer, ce que je disais, la sylviculture sur une diversification. Et il y a des travaux qui sont très intéressants là, qui ont été, je vais encore citer Biogeco, qui ont été faits par Antoine Kremer et qui a regardé en fait différentes générations depuis les chênes qui avaient connu Louis XIV jusqu'à maintenant dans 3 forêts. Et donc Louis XIV, un petit âge glaciaire, donc un gros changement climatique, et maintenant on a les réchauffements. Et alors ce qu'il note, c'est une évolution du génome
qui est beaucoup plus rapide lorsque on a un événement climatique comme ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces évolutions climatiques, ça c'est une bonne nouvelle, que le génome évolue plus rapidement avec cette contrainte-là, et c'est qu'on a intérêt aussi à avoir des arbres jeunes qui se reproduisent parce qu'ils connaissent ces contraintes-là et qui vont être plus adaptés. Donc, oui, il faut des gros bois. C'est important, ce qu'on vient de l'expliquer Max, mais il faut aussi d'autres choses et d'autres solutions. Pierre-Antoine Pressigou, toujours sur la planification de la forêt avec le réchauffement climatique en ligne de mire. Je pense que une des solutions, je suis totalement d'accord qu'il n'y a pas une solution magique. Ça va vraiment être, que ce soit pour la forêt ou pour l'agriculture ou pour tout, il va falloir revenir à une gestion plus locale, plus territoriale des problèmes pour pouvoir trouver ce qui marche un peu partout. Et on l'a oublié parce qu'avant c'était le cas, on cite souvent que chaque vallée en Asie avait sa variété de riz et tout, il y avait une adaptation locale. Et c'est vraiment une question d'adaptation, justement de miser sur la diversité, qu'elle soit génétique, qu'elle soit spécifique, qu'elle soit écosystémique, pour pouvoir faire en sorte qu'à chaque spécificité locale, puisse émerger une solution. Elle ne viendra pas complètement de nous, elle viendra aussi du fait d'avoir mis les ingrédients à un endroit, suffisamment d'ingrédients pour qu'une solution émerge. Alors ce n'est pas un tour de magie, c'est l'évolution biologique, l'acclimatation, l'adaptation qui vont se faire. Sauf que ça, c'est formidable sur le papier, sauf que dans les faits, évidemment, sur la production, il va falloir avoir tellement de changements dans les pratiques que ça semble quand même très très loin encore, non? Je ne sais pas si c'est si loin. Il y a du travail, ça c'est clair, mais j'ai l'impression que ça percole. Je ne sais pas comment tu vois les choses dans le milieu plus agricole. Ça vient doucement. J'ai l'impression que... alors, je suis peut-être trop optimiste, mais... Donc, il y a déjà vraiment des transformations très claires qui se font sur les modes de gestion. Alors, dans la façon d'aborder le problème, il y a, donc je vous ai dit, approche, accepter la variabilité des conditions, accepter une gestion par arbre, et je vous ai parlé des monitoring, c'est-à-dire les retours d'expérience. Il y a un illustre étudiant de l'école forestière de Nancy qui s'appelait Adolphe Gurnot, qui a inventé une méthode qu'on appelle la méthode du contrôle. Il dit la meilleure façon de comprendre et d'adapter la forêt parcelle par parcelle, c'est de se donner les moyens de voir comment, suite à une action des forestiers, cette parcelle va réagir. Et donc ce monitoring que l'on fait parcelle par parcelle, actuellement on utilise plutôt des systèmes d'échantillonnage statistique, ça coûte moins cher, mais ce retour d'expérience, se donner la possibilité d'améliorer ses propres connaissances, ça c'est une stratégie, une philosophie. Les modalités vont être complètement différentes, il n'y aura pas une solution, mais la philosophie générale... Oui, mais c'est une philosophie qui demande beaucoup de temps aussi. Pas tant que ça. Il faut se donner les moyens. En coût de gestion, par exemple, c'est pas non plus. Sur la durée de vie d'un arbre, si on veut tirer des conclusions justement d'évolution, ça prend du temps quand même. Oui et non. Enfin oui, ça prend du temps parce qu'un arbre, ça vit longtemps, mais il faut regarder dans le rétroviseur. Et c'est important de regarder dans le rétroviseur, de regarder ce qui s'est fait dans le passé. Et regarder dans le rétroviseur, je le cite régulièrement, mais allez voir l'arboretum du Petit Charme, par exemple, qui est à vos portes en forêt de Roumare, pour ne pas le citer. Nos prédécesseurs ont essayé des espèces et pas qu'en arboretum. Allez vous promener en forêt, il y a des fois vous tombez sur un îlot de telle et telle espèce qui n'a rien à faire à cet endroit-là. Et ça, les revisiter... Je vais finir, merci. Et donc, les revisiter, c'est vraiment important parce qu'on en tire des enseignements. Par contre, ce qu'il faut, et on continue à voir ces réseaux-là, à les réinterroger, et il faut tracer. Ça, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment appuyer, c'est que on a fait des choses dans le passé, par contre, on a tendance à oublier et on a tendance à perdre les archives aussi. Toute forêt que l'on est, et pourtant on est conservateur. Et donc, ça, c'est important de tracer pour qu'on puisse revenir dessus, pour qu'on puisse suivre sur le long terme. Oui, les archives, c'est important, mais moi, je voudrais vous faire réfléchir sur la notion du temps. Vous prenez, on vous dit, la production forestière, c'est sur le temps long. Il faut, pour fabriquer un chêne, 2 siècles. Okay. Ça, c'est si vous avez le temps à l'échelle de l'arbre. Si maintenant, je vous dis, vous avez une propriété, vous achetez une parcelle, à l'intérieur, il y a 2000 m3 de bois. À 30 hectares, 2000 m3, c'est un truc un peu standard.
Combien de temps il vous faut pour récupérer ces 2000 m3 tout en ayant à nouveau 2000 m3? Je ne vous dis pas, vous avez 2000 m3, vous coupez tout, le lendemain, vous n'avez plus rien. Non, vous avez 2000 m3, vous travaillez à capital constant, vous avez à nouveau à la fin 2000 m3, mais vous avez coupé entre les deux 2000 m3. Ce qu'on appelle le temps de rotation du capital volume, il est hors de grandeur de 30 à 35 ans. Quand vous achetez une forêt, vous n'achetez pas un arbre. Vous achetez des arbres qui sont grands, petits, moyens, etc. Si votre système de gestion fait que vous plantez des arbres qui ont le même état, c'est tous des plants, à ce moment-là, votre peuplement, il a le même temps que le temps de l'arbre. Il vous faudra 2 siècles pour fabriquer des gros arbres. Mais si votre système est un système de prélèvement arbre par arbre, le temps de rotation du capital volume, il devient humainement plus jouable par rapport, on vous parlait des vitesses d'évolution du climat. Maintenant, au lieu de parler de temps de rotation du capital volume, je vous parle du temps de rotation du capital valeur. Vous avez acheté votre propriété 10 000 €. Au bout de combien de temps vous allez encaisser ou stocker 10 000 € tout en ayant à nouveau 10 000 €? Et là, selon la façon dont vous gérez, vous êtes avec des temps de rotation qui sont forcément inférieurs à 30 ou 35 ans. Vous pouvez descendre à 30. Les forêts qui sont super bien gérées, vous êtes à 25. Chaque fois que vous descendez, ça devient de plus en plus compliqué, mais bon, vous pouvez arriver à du 20. La forêt dont je vous ai parlé de Dambar, là, elle a des temps de rotation du capital valeur de 20 ans. Vous pouvez, sur certaines propriétés, être à 10 ans. Donc, il faut bien distinguer le temps à l'échelle de l'arbre. Pour fabriquer un chêne, il faudra 2 siècles, mais vous ne gérez en général pas un arbre. Vous gérez une communauté d'arbres avec des grands, des petits, des moyens. Et à l'échelle de ce mélange, c'est une règle qui marche pour le Douglas, le chêne, le hêtre, tout ce que vous voulez. Les temps de rotation, c'est quelques décennies. Pierre-Antoine Pressigaud et puis Brigitte, et ensuite on passe aux questions. Je voyais que vous vouliez intervenir. C'était juste que pour appuyer, je pense qu'il y a énormément de données dans des arboretums qu'on ne valorise pas, en fait, qu'on a presque un peu oublié, et c'est super dommage. Ouais. Et pour continuer, non seulement, il faut 200 ans pour un chêne, mais on a des espèces qui ont des durées de vie aussi plus courtes et qui permettent aussi de valoriser différemment la forêt. Allez, on passe à vos questions. Oh là, oh là, oh là là, oh là là. Ça va saigner. Alors, première question à ma gauche. Bonjour. Déjà, je crois au Père Noël, donc désolé. Sinon, vous avez beaucoup parlé de l'exploitation des forêts privées, mais qu'en est-il des forêts publiques? Est-ce qu'il y a une exploitation ou quoi que ce soit à propos des forêts publiques? Ah oui, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, les agents de l'ONF sont payés par les ventes de bois. Donc voilà, il y a un peu plus de 8000 personnes actuellement à l'ONF. Donc nos revenus sont tirés de ça. Alors, à l'ONF, on a à la fois des forêts où on a des coupes de bois de manière régulière. Donc, Max pourrait expliquer ça mieux que moi, mais vous avez des éclaircies quand les arbres sont jeunes. Et puis, vous avez des récoltes différentes selon le type de sylviculture. Mais vous avez aussi des zones qui sont totalement intouchées. C'est ce qu'on appelle nos réserves biologiques intégrales, où là, on regarde l'écosystème évoluer. Donc oui, on coupe du bois en forêt publique. Autre question. Monsieur. J'aurais une question. On ne parle pas des coupes rases. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on fait des coupes rases? Alors, une coupe rase, c'est à partir du moment où vous décidez sur une parcelle de couper tous les arbres au même moment. Donc, par exemple, c'est la technique qui est classique quand vous avez une peuplerée. Parce qu'on pense que le peuplier, il n'y a que cette façon de gérer. Le peuplier, est-ce que c'est de la production forestière, de la production agricole? On peut en discuter. Mais le peuplier, classiquement, on décide à un moment donné de couper et on coupe tout en une seule fois. Il y a des coins en France, dans le nord de la France, où il y a d'autres gestions des peupleraies qui donnent d'ailleurs des résultats super intéressants. Donc une coupe rase, c'est on coupe tout. Ça peut s'appliquer parce qu'on a décidé que le peuplement n'avait pas d'avenir. On dit, il n'y a pas d'avenir, je coupe tout, je mets autre chose à la place. Moi, j'élargis le concept à autre chose. C'est ce que j'appelle les coupes fortes. Coupe rase, c'est l'extrême.
Mais quand vous prélevez 50% du volume, vous modifiez complètement plein de choses à l'intérieur. Donc les coupes fortes génèrent aussi des tas d'autres problèmes. Et par contre, dans les statistiques, par exemple, il y a une technique qui s'appelle les coupes progressives de régénération. Hein, on enlève 50% du volume, et puis la fois d'après, on enlève les 20%, et puis etc. Et au bout de 3-4 coupes, il n'y a plus rien. Et ça se fait sur une échelle de temps de 15 ans, 20 ans. C'est quand même des coupes fortes. On a fortement chamboulé l'écosystème. Mais dans les statistiques, comme c'est de la sylviculture, les coupes rases, il y a un côté péjoratif. Donc on dit combien vous avez fait de coupes rases. Donc ça, il y a un indicateur. Mais les coupes fortes, il n'y a pas d'indicateur. Moi, je me sers de... Il y a l'Université du Maryland qui suit à l'échelle de la planète la déforestation. Et donc, eux, ils sont capables de détecter les coupes fortes. Et l'intérêt, c'est que ça se fait que ce soit public ou privé, puisque c'est les satellites. Hein. Donc, on peut avoir des indicateurs des coupes fortes en France. Évidemment, il y a des régions qui ne pratiquent que ça, parce que la coupe rase fait partie des coupes fortes. Par exemple, dans les Landes, quand ils ont décidé de couper, ils coupent tout, quoi. Sauf les chênes, qui sont mis de la parcelle. Mais c'est le privé surtout qui fait ça? Alors, Il y a les deux, hein. Il y a le privé et le public. oui, je voulais juste rajouter un élément. Il faut, quand il y a de la coupe rase, ça peut être, comme vient de l'expliquer Max, parce que tous les arbres ont le même âge et sont arrivés à maturité, mais il y a une régénération naturelle qui s'est mise en place. Donc, il y a les semis en dessous, où on a des techniques de coupe rase et de plantation, plus comme il y a dans les Landes. Donc, il y a une petite subtilité aussi au niveau des coupes rases. C'est pas forcément coupe rase plantation, ça peut être coupe rase régénération naturelle. Votre question. Oui, moi je voulais insister un peu là-dessus justement. C'est-à-dire que derrière la coupe rase, souvent il y a de la replantation, mais on a aujourd'hui une espèce de mutation de la production de bois énergie essentiellement, qui est une mutation industrielle et chimique, qu'on observe de plus en plus, en tout cas dans les montagnes, hein, dans certaines montagnes. Et donc, jusqu'à quand on va appeler ça de la forêt? C'est essentiellement la question. Je sais très bien que presque tous ici, nous faisons la différence. Quand on parle de forêt globalement en France, on ne fait pas la différence. Or, toutes ces belles forêts dont vous nous parlez et ces beaux systèmes de gestion ne sont absolument pas équivalents à ce qui se passe dans certaines forêts privées où là, on va faire de la rotation rapide. J'ai entendu parler d'une rotation pour le bois énergie à 9 ans. On n'est plus dans de la forêt. Mais donc, jusqu'à quand on va ne pas faire la différence? Voilà. Et quelle est l'importance peut-être de cette mutation industrielle de la production forestière? Oui, les taillis à courte révolution, là, qui sont 7, 8, 9 ans là, pour fabriquer du bois énergie, là, est-ce que c'est encore de la forêt? Au passage, il n'y a pas de définition juridique de la forêt. Il y a une définition réglementaire. On se sert souvent de la définition de l'IFN. Et qu'il n'y ait pas de définition juridique, c'est considéré comme étant plutôt un atout, parce que ça permet au juge, en cas de litige, de trancher. Mais pour l'instant, vu la réglementation, ça reste forêt. Donc il faudrait qu'on change la réglementation. Il n'y a pas de... Des taillis à courte ou à très courte rotation, il y en a certains qui sont de 3-4 ans sur des zones. Je suis d'accord avec vous, est-ce que c'est encore de la forêt? Une peuplerée, quand elle est gérée comme classiquement, est-ce que c'est de la forêt? Est-ce que c'est pas de l'agriculture? Ouais. Mais pour l'instant, réglementairement, ça reste de la forêt. C'est là où les mondes se mélangent, hein, avec l'agroforesterie aussi. C'est-à-dire on pourrait être tenté par une définition écologique de se dire qu'une plantation de Douglas dans laquelle il n'y a pas grand-chose, c'est l'équivalent un peu d'une plantation de blé, d'un champ de blé, quoi, par rapport à une prairie. Donc on pourrait être tenté de prendre cette question par la qualité de l'ensauvagement de la plantation ou du peuplement d'arbres, quoi. Monsieur. Oui, moi je souhaiterais parler et poser une question sur le sol. Le sol, c'est le départ de toute la vie. Le sol est essentiel pour la forêt. Et dans l'exploitation, les coupes, les débardages, on assiste à des tassements incroyables du sol. Ce sont des dizaines, au moins 40 ans pour que le sol se détasse naturellement. Qu'est-ce qui est aujourd'hui proposé pour que l'on respecte plus le sol et donc que l'on permette une meilleure croissance et pour les arbres, moins de stress?
Il n'y a pas de réglementation en disant les ornières de plus de 80 cm sont interdites, etc. Non, la seule solution, c'est que le propriétaire du bien comprenne que il est en train d'abîmer. Enfin, si jamais il ne surveille pas l'exploitation, il perd de l'argent. Il a une recette immédiate, mais il est en train de perdre de l'argent. Donc, tant que ça ne vient pas du propriétaire, je ne vois pas comment la société pourrait mettre des contraintes selon, est-ce que c'est sur milieu calcaire, sur des marnes, quel indicateur de tassement on va utiliser. Moi, je pense que moi, je suis propriétaire forestier. À l'automne, j'ai marqué des arbres pour les vendre entre l'hiver 22 et printemps 23. Et à l'automne 23, comme c'est fait classiquement, hein, il fallait se décider de les vendre. Et vous savez, il a commencé à pleuvoir au mois d'octobre 2023. Et puis, il n'a pas arrêté de pleuvoir jusqu'à maintenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit non, on ne vend pas le bois. Parce que j'aurai une recette, mais j'aurai des coûts cachés, qui sont tous les dégâts au sol. Arrive l'automne 2024, là. À nouveau, il faut se décider, je vends le bois ou pas. Les sols étaient détrempés. Donc, alors les arbres, vous les avez marqués, certains, il y avait un problème, etc. C'est pas évident comme discussion quand vous êtes propriétaire. C'est dans vos tripes que vous le sentez, ce truc-là. Enfin, je veux dire, je paie pas, je suis en train de perdre de l'argent. Mais il faut que ce soit le propriétaire qui prenne conscience de ça. Alors, quand je vais me promener dans les forêts domaniales où je vais plusieurs fois par semaine, quand je constate qu'il y a du bois qui est enlevé alors que le sol est détrempé, excusez-moi, ça me fait mal au cœur. Oui, non, mais complètement d'accord. Tous les sols sont fragiles. Il faut bien, un sol sableux, c'est aussi très fragile. Il y a des ornières qui se forment et il faut faire très attention. Et normalement, on ne doit pas passer dans toute la parcelle pour débarder. Il y a des cloisonnements qui sont faits. Alors ça veut dire qu'il y a une partie, en effet, de la parcelle qui va être entre guillemets sacrifiée parce que les engins vont passer qu'à cet endroit, mais au moins ils passeront qu'à cet endroit et pendant tout le temps. Alors là encore, il faut matérialiser. C'est-à-dire il faut se souvenir dans 20 ans, dans 30 ans qu'on va repasser, que le cloisonnement il est à cet endroit-là. Mais voilà. Ce qu'on essaie de faire et ce qu'on essaie de mettre en place le plus possible, c'est les cloisonnements. La deuxième chose qui peut être mise en place, c'est le débardage par câble aussi, en montagne en particulier. Et donc ça permet de ne pas rentrer des gros engins puissants, parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on a de plus en plus de gros engins, et donc qui tassent encore plus les sols. Mais là aussi, il y a du travail à faire avec la filière. Il faut payer correctement les débardeurs. Ça aussi, c'est un truc qui est important. Si jamais les gars sont payés au lance-pierre, il faut accepter de les payer correctement. Il faut surveiller. Et ça, c'est de la responsabilité du maître d'ouvrage. Allez. Encore une. Oui, je ne sais pas. Ouais. Moi, c'est au niveau de justement, vu le coût qu'on a en tant que propriétaire forestier, pourquoi n'y a-t-il pas un meilleur suivi sur les entreprises qui vont revaloriser le bois ? Pourquoi ne produit-on pas des granulés bois avec tout ce qui, par exemple dans le monde de l'élagage, coûte une fortune aux collectivités locales ? Et pourquoi abat-on des chênes au mauvais moment alors qu'il pourrait avoir une meilleure rentabilité dans la vente des grumes ? Ces incohérences de l'exploitant qui se donne du mal à produire du bois et par rapport à la rentabilité immédiate qui finalement réduit la rentabilité du bois qu'il vend. Donc si le vendeur, c'est-à-dire le propriétaire, vend du bois au mauvais moment, etc., c'est idiot, quoi. Il faut qu'il se fasse aider pour commercialiser au bon moment. Il y a des périodes où le bois ne se vend pas bien. On ne vend pas des fraises. C'est-à-dire qu'en forêt, si je ne les vends pas cette année, je les vends l'année prochaine, tant qu'il n'est pas coupé. Donc on a quand même cette chance. Il faut quand même essayer... Parce que la sylviculture, c'est de fabriquer des produits. Je vous ai dit, 2% du volume vendu fait 50% des recettes. Ces 2%-là, il faut les vendre au bon moment. Si on ne les vend pas au bon moment, c'est complètement idiot, quoi. Donc c'est clair, je ne comprends pas que ça se passe comme ça. Je ne sais pas quels sont les exemples que vous avez en tête, mais c'est... Là, moi, ce qui me désole, c'est les piles de bois énergie. En bordure de route, vous les avez vues, ces piles ? Vous avez à l'intérieur des grumes, quoi.
Et on se dit, mais c'est n'importe quoi. Allez, Alors ça, ouais. Madame, une question, là, vous vouliez poser une question? Allez-y. Oui, on a reçu pas mal de questions sur le chat. Alors, je vais essayer de résumer en focalisant sur 2 questions liées aux tempêtes, puisque c'est la thématique du week-end. La première, c'est autour des risques en forêt. Donc, vous avez parlé notamment de vulnérabilités différentes pour différents types d'espèces d'arbres au réchauffement climatique, également des risques liés aux tempêtes. Est-ce que finalement, ce sont différentes espèces, différentes régions françaises qui sont soumises aux risques biotiques et abiotiques que l'on voit augmenter? Ou voilà, quelle est la variabilité sur ce sujet? Et puis, par rapport, en cas de tempête, y a-t-il assez de plants d'arbres pour replanter ou la régénération naturelle suffit-elle? La forêt se renouvelle essentiellement par régénération naturelle en France. Ouais. On dit d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles il y a un argument qui dit la forêt française est vieille, ce qui est faux. On vous a montré que la forêt française est jeune et surtout la forêt française n'est pas assez renouvelée. On compare la France et l'Allemagne en termes de nombre de plants. Et en Allemagne, ils plantent mais beaucoup plus que nous. Donc nous, on ne s'occupe pas assez des forêts, on ne plante pas assez. Parce que nous, le système de la fiscalité fait que une plantation en Allemagne, un propriétaire forestier en Allemagne est payé sur un bilan recettes moins dépenses. Donc il est imposé sur le bénéfice. Et la dépense vient diminuer le bénéfice. Donc ça diminue l'impôt que le propriétaire paye à la collectivité. Tandis que chez nous, c'est un revenu cadastral, ça n'a rien à voir. Je peux vendre 10 000 euros de bois, je ne suis pas taxé sur les 10 000 euros. C'est ce qu'on appelle un forfait que le propriétaire paye, qu'il vende du bois ou qu'il ne vende pas de bois. Donc quand vous comparez les pays entre eux, attention à la fiscalité. Par exemple, le nombre de plants en Allemagne, c'est logique. Ça leur coûte moins cher de planter que nous parce qu'il y a une déduction fiscale là-dessus, quoi. Je vais peut-être essayer de répondre là sur les tempêtes et sur les risques. Alors, les tempêtes, les événements extrêmes, on ne sait pas modéliser, en tout cas, quand c'est qu'ils vont arriver. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une augmentation de ces événements extrêmes. Ce qu'on sait le mieux modéliser dans ces événements extrêmes, c'est les incendies, en fait. Et ce qu'on a pu noter, c'est qu'on a une augmentation des incendies, et on l'a vu, en amplitude des méga-feux, on en a vu en 2022, et vous avez de superbes photos à l'extérieur. Il y en a déjà eu des méga-feux dans les Landes, 49, les forestiers landais s'en souviennent, mais surtout, ça a augmenté. Enfin, les zones qui ont été touchées sont ailleurs que où on les attendait. C'est-à-dire que sur cette année 2022, vous avez eu des incendies dans le Jura, vous en avez eu dans le Maine-et-Loire, etc. Et là, pour le coup, on arrive à mieux avoir des informations sur ce qui va se passer dans le futur. Et une des réponses, et on en a parlé hier, à cette lutte contre les feux, c'est aussi de diversifier et de changer aussi de méthode, de pratique sylvicole, en mélangeant les espèces qui peuvent avoir une résistance au feu différente. Vous prenez un chêne-liège, il résiste par son écorce bien mieux qu'un pin. Et puis après, vous avez des espèces qui ne se reproduisent que parce que le feu est passé. Donc il faut encore une fois de la diversité. Allez, dernière question. Madame qui voulait intervenir depuis tout à l'heure. Bon, je vais être assez brève. Par mon gendre, j'ai appris qu'on pouvait sauver une forêt. Pourquoi la sauver? Parce que peut-être qu'on voulait, on voulait peut-être bétonner à cet endroit-là. Et donc, cette forêt, elle a été mise en vente. Et il y a à vrai dire, les acheteurs, ils vont se mettre en association pour sauver donc cette forêt, mais ça ne va pas être parcellé, c'est-à-dire ça reste une entité, mais chacun a acheté une part de la forêt. Et je trouve ça extrêmement bien. Je ne sais pas si c'est courant, mais là, ça se fait dans l'Ain, par exemple, pour ne pas le citer. Et deuxième question, alors j'avais 10 hectares de bois autrefois, et j'avais appris qu'il fallait abattre les arbres lorsqu'ils étaient quand ils étaient
trop près après, il fallait garder une distanciation, je ne me souviens plus de combien, je ne sais pas si ça se fait toujours. Hein. Et à l'époque, à la machette, mes enfants, ils coupaient les lierres, puisqu'on les appelait comme parasites, ce qui n'est pas du tout le cas d'ailleurs, aujourd'hui, depuis un certain temps déjà. Et voilà. Et donc, je voulais savoir aussi si ça se fait toujours, cette distanciation pour entretenir une forêt. Okay. Alors, des associations qui achètent des forêts pour les mettre en libre évolution ou pour les préserver, il y en a un. Morvan Écologie, par exemple, c'en est une qui a plus de 300 et quelques hectares. Ils ont commencé avec 30 hectares, ils ont acheté. Mais je vous ai dit, c'est de plus en plus difficile d'acheter parce que c'est de plus en plus cher. Là, récemment, j'ai aidé une association qui s'appelle Libre Forêt, qui est à Toul, à côté de Nancy. Ils ont acheté 17 hectares de forêt. Le président que j'ai vu il n'y a pas longtemps m'a dit qu'ils en avaient encore acheté. Donc, ça se fait. Ça se fait. Et Brigitte, pour l'autre question, donc sur l'espace. Je vais juste rajouter un élément par rapport à ça. Alors, ça se fait racheter des forêts, mais vous pouvez, vous, propriétaires forestiers privés, aussi, par des documents, indiquer que vous ne voulez pas que votre forêt soit autre chose que la forêt, et même si vous la vendez, ça peut être transmis. Donc voilà. Et l'autre question, oui, c'était, mais je pense que Max peut aussi répondre sur, oui, on continue à mettre les arbres à distance, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les éclaircies, mais ça dépend des espèces, ça dépend de la vitesse de croissance. Voilà. C'est ce qu'on appelle les éclaircies, mais les éclaircies, moi quand j'étais étudiant à l'école, tout était basé sur ça, à quelle distance il faut mettre. Moi je suis plus âgé que Brigitte, là, maintenant tout ça c'est fini, hein. On s'en fout. D'accord. On a même des notions de biogroupe, des arbres qui ont vécu à côté l'un de l'autre. C'est un seul individu, il y a 2 tiges, mais on le gère comme ça. Enfin, il n'y a plus cette notion de distance. Allez, merci beaucoup à tous les trois, on vous applaudit, merci infiniment.